Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. J'espère que 2021 va bien pour tous. Pour vous donner un bref aperçu de mon histoire, je suis né à Bruxelles, mais j'avais passé la plupart de mon enfance en Écosse. Mes parents y habitent toujours, près d'Aberdeen, au nord-est. Et bien que je vive maintenant en Angleterre depuis 5 ans, l'Écosse me semble toujours comme chez moi. Mon père, James, est professeur d'histoire dans un collège d'enseignement post-obligatoire. Et ma mère, Sarah, travaille dans la politique locale comme conseillère municipale. J'ai aussi un frère, Andrew, qui a 2 ans de moins que moi. Il habite à Londres, pas loin de chez moi, et il travaille comme consultant au ministère de l'Éducation. Nous sommes une famille très unie, en partie parce que nous partageons les mêmes valeurs. Mes parents ont toujours eu tendance à s'engager vers le bien commun, et ils ont inculqué la même valeur à mon frère et moi. Par exemple, mon père est devenu prof alors qu'il avait un bon poste dans une société pétrolière parce qu'il voulait aider des jeunes moins privilégiés. Aussi, avant de commencer son emploi actuel, mon frère travaillait pour une association qui aide des personnes tétraplégiques. J'ai vraiment de la chance. Mes parents et mon frère sont tous les trois très gentils, très attentifs, et ils m'ont vraiment soutenu pendant la période la plus difficile de ma vie. Le jour de l'accident, nous étions tous ensemble dans la voiture. Ma mère, mon père, mon frère, même notre chien, Cléo. C'était le 21 décembre 2009 et nous étions en route de notre maison en Écosse, en Angleterre, pour séjourner avec mes grands-parents pour Noël. Ce matin-là, j'étais particulièrement de bonne humeur parce que j'avais découvert 2 jours auparavant que j'avais été accepté à l'université d'Oxford pour étudier la philosophie, la politique et l'économie. J'étais surexcité et j'avais déjà hâte de finir mes études au lycée et d'aller à l'université. C'était un matin froid et il y avait une petite chute de neige la veille, mais il n'y avait aucune indication de danger jusqu'au moment où la voiture fait une embardée soudainement. Avant que j'aie pu penser « Oh, ce n'est pas bon », la voiture a quitté la route, fait du tonneau et je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'ai tout de suite su qu'il y avait un problème. J'étais encore assis sur le siège du passager, mais quand j'ai essayé de me redresser, j'ai pas pu bouger. À ce moment-là, j'ai réalisé ce qui s'était passé. La voiture avait glissé sur une plaque de glace et moi, j'avais été paralysé. Miraculeusement, un ambulancier est apparu sur les lieux presque immédiatement et j'étais bientôt en route à l'hôpital à Aberdeen. Je ne me souviens pas bien les heures et les jours suivants. Les médecins m'ont donné beaucoup d'analgésiques et, autant que je me souvienne, j'ai passé la plupart du temps à dormir. Je sais que j'ai subi une intervention chirurgicale pour réparer les vertèbres cassées de mon cou. 2 jours plus tard, le 23 décembre, et le 29, j'ai été transféré à l'unité nationale de la lésion médulaire à Glasgow. Pendant que j'étais éveillé, j'ai commencé à me réconcilier avec ce qui s'était passé. Heureusement, ma famille allait bien. Ma mère s'est fait mal à l'épaule et mon frère a été commotionné, mais j'étais le seul qui a été grièvement blessé. Je ne dirais pas que nous avons eu de la chance, mais étant donné qu'il y a eu un autre accident le même jour, dans la même région, où plusieurs personnes sont mortes, notre accident aurait pu être bien pire. Dès que j'ai su que tout le monde allait bien, mes pensées se sont rapidement tournées vers l'avenir. Je pense que l'une des premières choses que j'ai dit à ma mère a été « J'irai toujours à l'université ». Je ne savais pas encore tout l'entendu de ma blessure, mais j'ai été déterminé qu'il ne m'empêcherait pas de vivre ma vie.
C'est plus difficile à dire qu'à faire, bien sûr, mais mes parents, mes professeurs et l'université voulaient m'aider à atteindre cet objectif. Et ils m'ont été d'un très grand soutien. Les médecins m'ont suggéré de prendre une année de congé, mais j'ai décidé que j'en avais marre de l'école et que je voulais finir mes études le plus tôt possible. Je suis sûr que vous pouvez vous identifier. J'ai donc décidé de passer mes examens cette année-là, à l'hôpital. Mes parents m'ont aidé à achever mes cours de français et de maths, et j'ai passé les examens en mai, 5 mois après l'accident. Heureusement, j'ai réussi à obtenir les notes dont j'avais besoin pour assurer ma place à Oxford. Mes études n'étaient pas toujours amusantes, mais ils me donnaient quelque chose à faire à part la physiothérapie et le rétablissement. Eh bien, en fait, je pense qu'avoir un objectif est essentiel pour traverser les moments difficiles. À d'autres moments de ma vie, je n'avais pas d'objectif. L'objectif à qui je travaillais ne me souciait pas vraiment. Et ces moments étaient à certains égards plus difficiles que mon séjour à l'hôpital. Alors, avoir un objectif était important pour moi. Et les deux autres choses qui m'ont permis de survivre à mon séjour à l'hôpital étaient ma famille et ma foi. La chose la plus importante était ma famille immédiate, qui était formidable. En semaine, ma mère faisait chaque jour l'aller-retour d'Aberdeen à Glasgow, un voyage de 5 heures en tout. Et le week-end, mon père venait avec mon frère, donc j'avais des visiteurs pratiquement tous les jours pendant près de 7 mois. C'était un effort incroyable et je ne sais pas comment je m'en serais sorti sans leur amour et leur soutien. Cela dit, je ne pense pas que mes parents et mon frère auraient pu se débrouiller eux-mêmes sans l'amour et le soutien d'une autre famille, l'Église. Nous étions des fidèles réguliers et quand notre congrégation a entendu parler de notre accident, la réponse a été écrasante. Je pense que mes parents n'ont pas dû cuisiner pendant presque 6 mois. Il y avait tellement de gens qui faisaient des repas pour eux. Enfin, ma foi personnelle a également joué un rôle en m'aidant à survivre à mon séjour à l'hôpital. Il y avait 2 versets bibliques en particulier qui étaient très importants pour moi à cette époque. Le premier verset, Jérémie 29:11, dit « En effet, je connais les projets que je forme pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'était un grand réconfort pour moi à une époque où l'avenir me semblait vraiment incertain et parfois sans espérance. Je n'ai jamais cru que Dieu voulait que je me casse le cou, mais croire que Dieu avait un projet pour moi m'a aidé à accepter ma situation. Le deuxième verset est Matthieu 6:34, qui dit « Ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ce n'est pas vraiment encourageant, mais j'ai trouvé que le sentiment est vrai. Guérir d'une lésion médulaire est vraiment fatigant, et j'étais souvent complètement épuisé après une journée complète de réadaptation et d'études. Mais j'ai eu l'impression que chaque matin, Dieu m'a donné juste assez d'énergie pour survivre à la journée, ni plus ni moins. Je n'ai eu ni le temps ni l'énergie de m'inquiéter du lendemain, mais pour aujourd'hui, j'en avais assez. Comme je l'ai dit, l'accident a changé ma vie, mais je ne lui permets pas de m'empêcher de vivre. Pendant la décennie depuis l'accident, j'ai pu faire presque toutes les choses que je voulais faire. J'ai quitté la maison, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai ménagé chez moi, j'ai eu une petite amie de longue date et j'ai voyagé régulièrement.
Et aussi, j'ai trouvé un sport que j'aime, qui est devenu une partie beaucoup plus grande de ma vie que je ne l'avais jamais prévu. Bien, j'ai toujours aimé le sport. Avant l'accident, j'ai joué au cricket, au tennis et au rugby. Et je skiais au moins 1 ou 2 fois par an. Perdre ma capacité à jouer les sports que j'aimais, c'était très difficile. Et c'était l'une des choses qui me manquait le plus dans la vie après l'accident. Heureusement, alors que j'étais à l'hôpital, mon physiothérapeute m'a montré un film intitulé Murderball. When I was 16, I was in a car accident. I was out on the back porch, and he was trying to pick a fight with me, and he picked me up and threw me off the deck, and it snapped my spinal cord. But he spun out, threw me into a canal, and I spent 13 and a half hours and pulled onto a branch until somebody found me. It used to be called Murder Ball, but you can't really market Murder Ball to corporate sponsors. We have a reputation of always winning gold. This is ours for the taking, boys. They're gonna be talking all kinds of trash. Yeah! Yeah, baby, yeah! Yeah, anytime, big boy. We wanted them! We got them! You guys are really out there going after each other. One shoe pin! Attack, attack, attack! Everyone's like, what's your approach, Scott? How do you work these women? And I'm like, the more pitiful I am, the more the women like me. And I went and spoke at a rehab hospital, and there's this young guy. We couldn't get him out of the rugby chair when it was time to leave. He's just like, this is great. I want to go hit stuff. People say some of the dumbest things. Like, I'll be loading groceries into my car, and people are like, do you need help in your car? It's like, well, I wouldn't have been to the grocery store if I couldn't get back in my car. Remember Ocean's 11? Remember that little Asian guy that gets in that box? I've actually done more in a chair than I did able-bodied. We're not going for a hug. We're going for a little milk. Are we ready? 1, 2, 3. It's unreal. It's a whole different aspect of being in a wheelchair. Alors, c'est ainsi que j'ai découvert le rugby fauteuil, ou quad rugby, et j'ai été fasciné. Je savais que c'était le sport pour moi. C'est un sport spécifiquement conçu pour les tétraplégiques, et bien que les règles ne soient rien comme le rugby normal, il a le même mélange de vitesse, de finesse et d'agressivité. Les règles du quad rugby sont assez simples, mais c'est un sport très tactique. Donc, il m'a fallu des mois pour vraiment comprendre ce qui se passait sur le court. Il m'a également fallu beaucoup de temps pour me mettre en condition physique, mais l'effort en valait la peine. Je suis beaucoup plus fort maintenant qu'avant de commencer à jouer au rugby, et je peux faire beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire avant. Par exemple, maintenant, je peux me mettre au fauteuil indépendamment. J'ai commencé à jouer au quad rugby régulièrement en 2014 et 1 an ou 2 après, j'ai commencé à penser à jouer à un niveau supérieur. Je ne pensais pas aux Jeux paralympiques au début, c'était comme un rêve impossible, mais je voulais devenir aussi bon que possible. J'ai donc commencé à aller aux sessions de formation régionale organisées par le comité directeur national de quad rugby. Et après un peu de temps, j'ai été invité à quelques camps d'entraînement national avec l'équipe de développement de Grande-Bretagne, le niveau en dessus de l'équipe paralympique. Finalement, en janvier de 2020, j'ai été sélectionné comme membre permanent de l'équipe de développement. Quand j'ai reçu l'appel de l'entraîneur de l'équipe, j'ai été absolument ravi. Et j'ai réalisé à ce moment-là que mon rêve de jouer aux Jeux paralympiques, qui semblait si irréaliste, pouvait en fait être réalisable. Alors, j'ai décidé de me consacrer à la
réalisation de cet objectif. Malheureusement, la pandémie nous a empêchés de s'entraîner ensemble ou de concourir pendant près d'un an. Cependant, j'ai pu travailler à mon objectif par étudier le jeu et par m'entraîner pour améliorer ma force et pour maintenir ma forme physique. Cette année a été frustrante, bien sûr, mais avoir un objectif l'a rendu plus supportable. Comme après l'accident, j'avais un objectif qui me motivait et j'essayais de vivre au jour le jour. Ces choses-là ont rendu cette dernière année beaucoup plus supportable. Mais cette année m'a aussi renforcé l'importance de la communauté, de la famille et des amis. La séparation physique a été difficile pour nous tous. Et le fait d'être limité aux appels Zoom et aux messages textes avait été un rappel de l'importance d'être avec d'autres personnes. Après l'accident, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils pensaient que j'étais très courageux et résilient. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Pour moi, c'était juste comme si j'avais fait ce qu'il fallait pour survivre. Comme dit l'adage, dépêche-toi de vivre ou dépêche-toi de mourir. En ce temps-là, je n'avais même pas l'impression que c'était un choix. Mais c'était un choix. Et c'est un choix qu'il faut faire chaque jour. Et il est beaucoup plus facile de choisir de vivre quand vous avez une raison de vivre et quand vous avez des personnes avec qui vous voulez vivre. Alors, en conclusion, si j'ai un conseil pour vous, c'est ça. Trouvez un objectif qui est important pour vous. Entourez-vous de gens qui vous soutiendront et essayez de vivre au jour le jour. Merci. La différence la plus évidente, c'est qu'on joue à l'intérieur sur un court de basket et qu'une équipe de rugby a seulement 4 joueurs. Les règles sont complètement différentes, mais il y a des similarités aussi. Ce sont tous les deux des sports rapides, agressifs et passionnants. Heureusement, non. Mes amis, comme ma famille, étaient tous formidables et ils me visitaient souvent à l'hôpital. En général, depuis l'accident, je n'ai pas trouvé que des gens se comportent différemment avec moi qu'avec des autres. Mais c'est une question d'attitude aussi. Quand je suis allé à l'université, j'ai fait un effort de participer à toutes les activités pour les étudiants nouveaux, même si j'étais très fatigué, parce que je ne voulais pas que mon handicap limiterait ma capacité de faire des nouveaux amis. Bien sûr, il y avait beaucoup de moments difficiles où je ne voulais pas continuer. Il y a toujours des moments comme ça. Pour moi, la chose la plus importante dans ces moments difficiles, c'est le soutien des autres. Quand on peut parler avec un ami ou avec un proche, cela rend la difficulté beaucoup plus supportable. Et comme j'ai dit dans mon témoignage, avoir un objectif et vivre au jour le jour sont importantes aussi. En ce moment, mon objectif principal, c'est jouer pour Grande-Bretagne aux Jeux paralympiques de Paris en 2024. Mais je suis aussi en train d'écrire un roman, donc je voudrais finaliser ça aussi. À part ça, je ne sais pas. On ne sait jamais ce qui arrivera à l'avenir, donc on va voir. Je ne dirais pas que l'accident a changé ma foi, mais je n'ai pas la même relation avec la foi aujourd'hui que pendant mon rétablissement. Ma foi a évolué.
particulièrement pendant mes études de théologie à l'université. Et la foi et l'Église ne font plus partie de ma vie quotidienne. Cela dit, je crois toujours que la foi soit précieuse et importante. C'était un grand soutien pour moi. Et si ça vous donne du réconfort et de l'espérance, c'est quelque chose de bon.